Bonjour à tous. J'ai souhaité, en tant qu'hypnothérapeute, vous partager le témoignage d'Amia, qui parlera à beaucoup d'entre vous concernant la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, les émotions enfouies, bloquées, et qui peuvent à la longue se transformer en symptômes, en maladies. Ainsi, 3 ans après le décès de son père, Amia déclare une insuffisance rénale. Comment sa maladie l'a sauvée? Les prises de conscience, la colère et les luttes intérieures qui ont conduit son corps à déclarer cette maladie. Les bienfaits des séances d'hypnothérapie qui lui ont permis de se libérer de cette colère, de ses tensions internes et physiques et de certains de ses symptômes. Elle réussira à accueillir plus de bienveillance vis-à-vis d'elle-même. Amia est avec moi pour en parler. Bonjour Amia. Bonjour Corinne. Donc pour commencer, j'aimerais que tu nous parles de ta maladie, de cette insuffisance rénale, parce que tu es sous dialyse, je crois, 3 fois par semaine. C'est ça. Voilà. Et bien comme tu l'as dit, c'était du coup c'est une maladie auto-immune qui a été diagnostiquée 3 ans après la mort de mon père. Et donc c'est intervenu soudainement en fait, du jour au lendemain, parce que j'ai pas de prédisposition génétique ou familiale par rapport à cette maladie. C'est comme ça s'est déclaré. Donc toute une batterie de tests, la mise sous dialyse. Donc j'avais 27 ans. Ça a été brutal, ça a été du jour au lendemain. C'est arrivé dans un moment de ma vie où j'étais très perturbée. J'allais dans tous les sens, j'avais pas de leitmotiv, j'avais pas de fil conducteur. Je vivais le deuil de mon père comme je pouvais, donc dans l'excès. D'accord, parce que ton père, il était important pour toi? Oui, c'était le pilier de ma vie, le centre de ma vie et surtout la protection de ma vie. C'est vraiment un protecteur avant tout. Et il m'apportait l'amour inconditionnel. Avec lui, j'étais en sécurité. Je savais toujours que quoi que je fasse, je serais toujours aimée par lui. J'avais cette certitude. D'accord, donc parce que cette maladie rénale, les reins sont reliés à l'émotion de la peur, de la sécurité. C'est chakra racine, c'est la base, c'est la solidité. Et puis c'est cette force aussi. Et puis cette force aussi, cette dualité entre ton père et ta mère, parce que ta mère, tu n'avais pas du tout le même rapport avec elle, et elle non plus, d'ailleurs, avec toi. Tout à fait. Parce que tu m'as dit que vous étiez issus, il y avait 4 enfants, et tu avais 3 frères, grands frères, et toi, tu étais la dernière, tu étais la seule fille. Oui. Et que ta mère a fait la vie dure. C'était l'opposition de mon père. L'amour était conditionné par contre. J'étais gentille si je faisais ça. On m'aimait si je rentrais dans le cadre, si je faisais ce qu'on attendait de moi, si je disais ce qu'on attendait de moi aussi, parce que c'est pas dans les actes, c'est aussi dans les paroles. Il faut aller dans le sens de la maman, quoi. C'était tout l'inverse. Et donc toi, cette lutte-là, tu l'as vécue comment, toi, intérieurement, du coup, dans ton enfance, dans ton adolescence? Ça a été... j'avais l'impression d'être deux, en fait. Et à l'extérieur, où j'étais du coup avec mes amis ou à l'école, et là j'étais plus moi, avec ma personnalité, mon tempérament, mes idées. Et à la maison, non, il n'y avait pas de place pour ça, quoi. Enfin, il n'y avait pas de place pour grand-chose, parce qu'on était beaucoup. Tu n'avais pas ta place, quoi, en fait. Tu n'avais pas d'identité. Non. Tu avais l'identité que ta mère, celle qu'elle voulait que tu sois. C'est ça. Je devais avoir l'identité que je devais avoir. Il n'y a pas de place pour autre chose. Et littéralement, il n'y avait pas de place du tout. Chez moi, on était beaucoup, donc c'est vrai que même littéralement, on n'avait pas de place, non. D'accord. Et surtout, j'étais la fille, donc on attendait en plus de moi un comportement à l'extérieur que je devais aussi avoir. La pression du quand dira-t-on, le fait d'être une fille. Un peu moins pour les garçons, puisque le garçon, de toute façon, c'est le garçon, il a le droit à l'erreur, il a le droit de se tromper. Oui, la fille n'a pas le droit. Non.
Il D'accord. y a la place qu'on a à l'intérieur et la place qu'on doit avoir aussi à l'extérieur. Amia, au niveau de ton métier, tu es chargée de clientèle et tu es dans une grande entreprise. Oui, tout Et à donc, fait. la hiérarchie, tu disais, elle était aussi pesante. Elle est pesante et écrasante Mhm. aussi. Donc il y D'accord. a ce système pyramidal où chaque hiérarchie est écrasée sous le poids de la sienne. Mm. Donc il y a une hiérarchie, la principale, celle qui dirige, qui est au niveau national. Mhm. Et ensuite, ça se décante au niveau régional et départemental. Et pareil, c'est une lutte où pareil, ben, j'ai un rôle qu'on m'attribue et je ne dois pas déroger à ce rôle. Et quand c'est le cas, parce que ben, j'aime pas l'injustice, j'aime pas les non-dits, et ben, du coup, je suis un peu rebelle, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et j'en ai payé le prix. Oui, tu Parce disais que que, tu allais au clash ouais, vraiment et que, en fait, c'est des luttes de pouvoir et puis, tout à fait. tu es tellement dans cette injustice que, comme beaucoup de personnes sensibles et d'hypersensibles, elles ne supportent pas l'injustice, donc soit elles vont garder pour elles ou elles vont se rebeller. Donc encore une fois, là, tu vois, ce besoin de sécurité, besoin de rassurer était là et Oui, de prouver au monde hein, cet état un peu de sauveur hein, qu'on peut avoir. c'est ça. Voilà. Sauf que, comme tu l'as dit une fois là, dans une séance, mais je ne suis pas du tout l'image de la sauveuse. J'ai pas de rôle effectivement syndical, déjà un. Je suis une femme et c'est une société où il y a la hiérarchie, les gros postes sont tenus par des hommes et je suis l'arabe de service en plus. Mm. Donc j'étais tout à fait comme chez moi, celle qu'il fallait pas voir et entendre et ben, qui se rebelle. Ben, pas qui se rebelle puisque moi je me rendais même pas compte que je me rebellais, c'était de la révolte en fait. Intérieur. C'est ça, ça bouillonnait et comme j'ai grandi dans mon foyer où je pouvais pas justement la ramener parce que c'est inconcevable en fait, mais au moins à l'extérieur, il fallait que je le fasse. Oui. Ça me permettait peut-être quelque part de rétablir l'équilibre et de faire au moins quelque chose que j'étais complètement impuissante chez moi. Et me dire au moins à l'extérieur, je peux faire quelque chose. Les enjeux n'étaient pas aussi grands que, Mm. qu'à Mhm. l'intérieur de... Alors, quand cette maladie est arrivée, Mais déjà, elle m'a aidé à relativiser et surtout, en fait, elle m'a permis de me freiner. En mm, fait, la maladie m'a freiné dans mon élan, dans mes excès déjà. Ça m'a freiné puisque le fait d'être insuffisant rénal, ben, on ne peut pas aller du tout dans l'excès. mm, Donc, que ce soit dans la boisson, dans l'alimentation, c'est très contrôlé, c'est très maîtrisé. Et, euh, et puis aussi le fait de faire ces séances de dialyse, ben, du coup, je fais rien d'autre en fait. Je suis dans cette séance et je suis concentrée que sur moi. Il n'y a plus d'extérieur en fait. Quand on est en soins médical, il y a rien qui compte. Il y a juste cet instant-là, le corps, comment il réagit. Déjà, on écoute le corps. Donc ça, c'est ce que je faisais absolument oui, jamais. Là, j'écoute mon corps et ça met une pause en fait dans la vie. mm, Et ça relativise parce que finalement, il y a moi dans mon état de santé, mais il y a aussi l'état de santé comme je les appelle, mes compagnons de galère, de misère, qui sont comme moi et qui ont aussi d'autres pathologies, puisqu'il y a des personnes qui ont des cancers, enfin, l'insuffisance rénale peut découler de mille et une choses, mille et une mhm. pathologies. Et puis on voit que c'est beaucoup plus grave ailleurs. Donc on est reconnaissant de ce qu'on a, j'ai été reconnaissant de ce que j'avais. Je me dis, bon, ben, ok, j'ai des soins lourds, mais j'y vais à pied par exemple. J'y vais sur mes jambes et je ressors de mes jambes. Il y en a, non, ils y vont en fauteuil roulant, ils y vont Mm. en lit. Ça te permettait d'avoir quand même de l'humilité, de la Ouais, gratitude ouais. malgré tout, Oui, parce que ça aurait pu être en beaucoup plus pire. reconnaissant que c'était quelque chose qu'on t'avait mis sur ton chemin pour Ouais. te stopper, Mm. pour te freiner et pour te réaligner aussi Oui, avec toi parce que ça t'a permis aussi de découvrir un peu plus et d'enlever aussi
cette colère, de la Ouais. réduire et d'affronter aussi sa propre colère et de s'apaiser, trouver l'apaisement. Alors l'apaisement, je l'ai pas eu de suite, hein. Bien Non, sûr. non, ça a été Au début, je pensais pas que j'avais besoin d'apaisement. En fait, la maladie m'a fait rentrer dans le chemin, déjà spirituel. Alors, je suis croyante, hein. Alors, je crois en Dieu depuis toujours, mais j'étais pas spirituelle, je pense. Je pense que Mhm. je comprenais pas. J'étais plutôt dans l'action de faire, la pratique de la religion, Mhm. mais j'avais pas cette dimension spirituelle. Je faisais les choses, mais sans comprendre ce que Dieu voulait me dire ou la puissance de Dieu, le but en fait, parce qu'il y Mhm. a pourquoi on est là en fait. Et la maladie m'a fait rentrer dans ce cheminement en fait, dans cette quête Cette spirituelle. intériorisation. Ouais, complètement, Mm. complètement. En fait, elle D'accord. m'a fait montrer ce que je ne voyais pas, la colère que j'avais, parce que tout ça, je le vivais, mais je ne le comprenais pas. Enfin, je Mm. m'interrogeais même pas dessus. La maladie m'a apporté cette interrogation de me dire, mais pourquoi t'as ça? Déjà, pourquoi ça t'est arrivé à toi? Donc, au début, ben, c'était la punition de Dieu. Ben non, pas forcément, parce qu'il y en a qui font bien pire et ils ne sont pas punis. Donc, pourquoi Mm. toi, Dieu voudrait te punir alors? Même s'il voudrait te punir par rapport à d'autres, pourquoi toi? Et j'avais pas de rejet par rapport à ça, parce que par contre ma maladie, je l'ai de suite acceptée. C'est ce que je vivais à ce moment-là intérieurement, c'était tellement difficile parce que j'étais borderline, j'étais sur la limite en fait, soit de basculer dans la folie, soit de m'auto-détruire. Déjà, j'étais en train de m'auto-détruire, hein, complètement. D'accord. La maladie, elle m'a mis un stop déjà par rapport à cette autodestruction. D'accord. Donc ça, c'est bien. Ah Elle oui, t'a dit vraiment ouais, stop, là, si tu vas trop loin, tu te ouais, détruis. c'est Donc ça, elle t'a sauvé quelque part. complètement. Mm. Complètement. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'elle m'a sauvée en fait. Elle m'a sauvée. Parce que j'avais besoin d'outils, comme je t'ai dit, c'est tout nouveau, déjà de me regarder dans mes émotions et tout ça. Mais déjà, c'est de les comprendre, mais je ne sais pas en fait. Je vivais tout un tas d'émotions, de sentiments, mais que j'arrivais pas du tout à identifier. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'est pour ça que j'allais dans tous les sens dans ma vie. Et la séance d'hypnose, en fait, c'est comme si elle m'avait aidé à porter un dialogue intérieur, à me parler avec moi-même. Et, euh, et aussi, ce que ça m'a surtout apporté, c'est déjà cette colère. Déjà, je la dirige plus contre moi-même. Cette colère. En fait, c'est comme si cette colère s'était résorbée et elle s'était transformée en un dialogue, en fait. C'est comme si la colère, c'était un monologue, en fait, qui Mm. m'accablait. C'est une partie de toi qui parle. Ouais. Voilà, c'est une partie de ton subconscient qui te parle, une partie de toi. Et ça s'est transformé en dialogue bienveillant. Suite à cette séance, en plus, à la première Oui, séance, bien, alors que tu avais de l'hypertension, oui, parce que tu avais entre 16, 17 et 18 de oui. tension, et depuis Et depuis, j'ai une bonne longtemps, tension. quoi, tu Bah entendais oui, ça. oui, oui. Hein. Et Oui. suite à la séance, à la deuxième séance, quand tu es arrivé, tu m'as dit, étrangement, je n'ai plus de tension. Ça s'est rééquilibré. La tension, ouais, c'est rééquilibré. Et j'ai une bonne tension. J'ai même parfois des baisses de tension. Donc, pour dire tellement mon corps s'est relâché de cette tension que j'avais. Ça aussi, l'hypnose me l'a enlevé. J'avais une tension en moi, même dans ma manière de parler, de communiquer avec les autres. Je parlais toujours de façon très tendue, très limite virulent. Et ça ne l'est plus. Et j'avais aussi l'abcès, du coup, Oui, tu avais un abcès, qu'on devait enlever chirurgicalement. c'est un abcès vaginal? Ouais. Non, oui. Que Et tu devais enlever oui, chirurgicalement. Enfin, tu devais te faire opérer, c'est quoi. ça, je devais me faire Et opérer. après la première séance, eh bien, Ça il s'est a résorbé. également disparu, il s'est Oui. résorbé. Ah ouais, Donc, quelques temps après, ça s'est résorbé. J'ai été voir la dermatologue et elle m'a dit non, effectivement, il y a plus besoin d'intervention. effectivement, quand on comprend les choses comme ça, parce qu'en état hypnotique, on va vraiment très profondément en soi, dans des couches profondes du subconscient. Là, on peut travailler vraiment au niveau cellulaire, on peut travailler vraiment profondément. C'est un soin curatif en même temps, certaines séances d'hypnose. On Et je s'aperçoit qu'il confirme. y a des gens, ils reviennent et me disent mais j'ai plus ça, ou j'avais des problèmes oculaires, c'est terminé. Et là, tu vois, tu en es aussi le témoin, plus de tension, Mm. plus cet abcès, donc, et plus cette oppression aussi au niveau de la poitrine, Oui, cette colère quoi, qui qui était là m'étouffait. et qui t'étouffait. Oui,
qui m'étouffait D'accord. littéralement. Des fois, j'avais du mal à respirer, la thorax, la poitrine qui se resserrait, des douleurs intercostales aussi. C'était vraiment physique tout ça. Bon, bah, c'est superbe. Ah oui, complètement. Oui, c'est génial. Déjà, du coup, j'ai des médicaments moins pour l'hypertension. Oui. Donc ça, déjà, c'est énorme. C'est Et toujours le ça. traitement un peu a été revu au niveau Oui. des dialyses, tu as dit. Mm. D'accord. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est super.